radio de la communauté à Chicago. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 juin 2020. Invité de ce journal La Communauté, nous faisons donc le journal international, comme vous le savez. Nous sommes aujourd'hui le dimanche. Monsieur Bernard Pongui, résistant du Canada, Bernard Pongui que vous connaissez et qui est ami de la rédaction. Donc c'est à ce titre qu'il est invité à ce journal. Bernard, nous allons, alors d'abord, bonjour Bernard. Bonjour Dinoïs, comment vas-tu? Je me porte assez bien, c'est l'été, on se sent bien et le temps est clément. Nous continuons de redouter la foudroyante épreuve du Covid. Alors, parle-moi rapidement du Covid chez toi. Bon, mais au Canada, il y a quand même eu beaucoup de cas de Covid. Oui. Beaucoup de gens sont morts aussi. Bon, on peut estimer à moins de 10 000 le nombre de gens qui sont décédés. Mais d'une manière générale, le Canada s'est bien préparé à de telles situations. Là, il y a un certain moment, les autorités de ce pays ont même fait appel aux militaires. Hein. Vous voyez, nos militaires ici, ce ne sont pas comme des militaires au Congo, hein, qui n'ont pas de Oui. l'expertise pour pouvoir essayer d'aider les populations ou les structures hospitalières à traiter ce genre de cas. Mais on peut simplement dire que euh, ça s'est mal passé pour ceux qui sont morts, mais les autorités de ce pays ont quand même fait de tout leur effort pour bien répondre à cette situation. Bon, là, le pays est en train de s'ouvrir. Le déconfinement est quasiment, on est déjà à la deuxième phase. Donc, nous pensons que déjà, quand on va rentrer au milieu du mois de juillet, quasiment tout le pays va s'ouvrir d'une manière générale. C'est-à-dire tous les services ouvriront à ce moment-là. Voilà, c'est la même chose ici à Illinois où je me trouve, mais la tendance est déjà à une certaine baisse. La courbe tend à baisser, ce qui est une bonne chose. Et le déconfinement, notamment pour la ville de Chicago, qui se fera en 4 phases, est déjà la troisième phase, ce qui est une bonne chose également. Bon, nous ne remarquons plus cette fameuse violence policière qu'on a décriée la semaine dernière. Et les commerces également ont réouvert avec des restrictions, peut-être une capacité limitée à 25% de la capacité habituelle, ce qui est un problème pour eux, pour les commerçants. Voilà, donc on espère que d'ici là, bon, il y a des gens qui croient qu'avec le temps qui lui devient clément, la situation pourrait éventuellement s'améliorer. On l'espère bien. Alors, Bernard Pongui, mais nous parlons aujourd'hui de deux faits, notamment de l'économie, de la dette du Congo, notamment de la restructuration de la dette du Congo, mais aussi de la situation d'expropriation dont on parle, de parcelles à Pointe-Noire. Je voudrais que vous nous apportiez un éclairage là-dessus, car je vous ai suivi faire des vidéos à ce sujet. Alors, Bernard Pongui, nous allons ouvrir le bal par une information, donc l'économie, dans le cadre de la recherche des solutions à la situation du pays qui devient de plus en plus grave et catastrophique. M. Denis Sassou Nguesso a tenté des solutions pour le rééchelonnement de la dette du Congo. D'abord, la toute récente activité, c'est le bonus fait par le Club de Paris, notamment, de stopper les intérêts sur cette dette pendant 6 mois. Pouvez-vous nous en parler? Bon, il faut dire que c'est pendant 8 mois, puisque 8 mois. la date limite déterminée que le Club de Paris a donnée, c'est entre le 1er mai et le 31 décembre 2020. On a gelé les intérêts pendant cette période, mais en réalité, euh, ça ne veut absolument rien dire parce que c'est simplement une dette qu'on a repoussée. Et quand on va rouvrir la période des intérêts, vous voyez que le Congo ira nulle part avec ça. Mais ce que nous condamnons d'une manière claire, c'est-à-dire qu'on se rend compte que euh, les pays ou les actionnaires du Club de Paris sont simplement déterminés à aider une famille, un clan, un système. Parce que ce même Club de Paris, dans les années 2008-2010, avait réduit la dette du Congo. On peut simplement dire suspendu la dette du Congo. On a annulé la dette du Congo à 60%. Donc, Sassou a eu un grand bonus là. 60% où on a effacé la dette. Donc, tu partais avec 40% simplement de la dette, le boom pétrolier et tous les revenus que le pays a eu à réaliser. On pensait que Sassou pouvait s'en sortir. Mais là, le Club de Paris vient encore une fois de donner un bonus à Sassou pendant les 8 mois, sans se poser la question sur les 14 000 milliards de l'argent de génération future, que d'ailleurs Sassou lui-même l'a dit au micro de Afrique 24. Les vidéos sont là. Et donc, nous avons là l'impression que
il y a une volonté manifeste du président de la communauté, parce que quand on parle du président de la communauté, il faut parler ici du président de la France qui occupe l'Élysée aujourd'hui, puisque le Congo fait partie de cette communauté. Le Congo a été indépendant pendant 11 heures, donc il y a une volonté de pouvoir protéger un partenaire qui est Sassou Denis. On ne se pose pas de questions sur la transparence, la gestion du pays, les 14 000 milliards de l'argent des générations futures. De Karine Wissot, où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Ben, si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Même là, nous sommes encore gentils, nous ne demandons que 14 000 milliards, mais sinon c'est 30 000 milliards. Vous avez reçu M. Mirassa sur vos antennes, je crois que M. Mirassa vous a précisé que c'était 30 000 milliards, vous voyez, chers amis. Et donc, on le dit encore, en tout cas, c'est cette décision du Club de Paris, le break, comme on dit, sur les intérêts, ça va donner un champ de manœuvre à Sassou, parce que Sassou va utiliser ces intérêts-là qu'il devait payer à faire quoi? Il va s'acheter des armes, il va continuer à payer les mercenaires, il va continuer à payer les forces de sécurité qui assurent la répression pour protéger son pouvoir, donc simplement continuer à faire le travail que d'ailleurs même le Club de Paris lui demande de faire, donc maintenir le peuple congolais en état d'esclavagisme, le pillage d'argent, face à un voyou financier. Êtes-vous sûr, Bernard, que le Club de Paris lui demanderait de faire ça? Bon, mais écoutez, Dean Lewis, nous pensons que dans ce Club de Paris, il y a des grands économistes. Nous ne sommes pas des grands économistes. Déjà, toi et moi, nous vivons en Occident. Quand tu veux aller demander un prêt à une banque, la banque veut savoir ta crédibilité déjà. Hein, combien de fois tu es capable de rembourser tes dettes. La banque, parfois, peut savoir comment tu vas gérer cet argent. On ne peut pas comprendre que le Congo a 14 000 milliards de ses fonds, qu'on nous a dit, et les fonds ont disparu et personne ne se pose des questions et on se permet de pouvoir aider Sassou. C'est une volonté manifeste de sauvegarder le pouvoir de Sassou en s'en foutant éperdument du peuple congolais. Alors, lors d'une toute récente sortie, je crois que c'était hier, vous parliez d'une filiale, d'une banque qui est une filiale d'une banque marocaine, je crois, au Cameroun, et pour laquelle vous évoquez le phénomène du cercle vicieux, notamment pour le gouvernement, d'aller s'endetter et de repayer les dettes, ou de s'adresser au fonds vautour, voilà, pour repayer ces dettes-là. Bon, mais vous savez, Dinoïs, nous avons vu le ministre de Sassou, Ondongo Gilbert, faire le tour, nous expliquer qu'est-ce qu'étaient les fonds vautours. Mais les voilà qui reviennent sur les mêmes fonds vautours. Cette fois-ci, c'est des fonds vautours africains. Bon, quand on dit la dette du Congo, on a toujours dit que c'est une dette privée de Sassou qu'on a essayé de ramener dans la dette publique. Le Congo fait une offre de refinancement de sa dette de 10,8 milliards de francs CFA au banquier SCB Cameroun. Bon, SCB Cameroun, c'est une filiale de la banque marocaine. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est une sorte de rouleau compresseur. C'est-à-dire qu'on paye la dette avec une autre dette. Bon, nous pouvons comprendre que certains, nous pourrons dire que bon, il y a parfois des gens qui regroupent toutes les dettes en une seule et puis essaient de payer. Mais dans le cas contexte du Congo, c'est devenu une répétition. Les dettes privées de Sassou, il les paye avec les dettes. Comme d'ailleurs Sassou a utilisé, a donné cette offre-là à cette banque, la filiale de la banque marocaine, donc SCB du Cameroun. Il est passé par l'intermédiaire encore des groupes compliqués, hein, qu'on appelle ici EDC Investment Corporation, une filiale du groupe Ecobank. Bon, Ecobank, vous connaissez, ce sont les banques qui travaillent avec l'Ingesso, qui ont même, on peut dire, des sièges sociaux à Oyo même. Ouais, je dis donc tout ça, c'est l'argent du Congo qu'on est en train de dissimuler. Bon, Sassou explique que bon, il s'agit ici d'emprunter ces 10,8 milliards de francs CFA pour payer une dette dont l'échéance est pour 2021. Donc, dit Louis,
Et ça nous pousse simplement à comprendre que Sassou va prendre cet argent, c'est pour financer des élections qu'il va frauder, s'il va vouloir, il organise ces élections, c'est pour payer les mercenaires, pour continuer à payer les militaires, sa milice privée qui assure les répressions au sein du Congo, parce que comme déjà M. Mirassa vous a dit, que les forces de sécurité se sont dissociées du Congo, mais ont choisi un clan. Vous voyez, donc c'est clair, et Sassou dit qu'il va refinancer, une dette pour lui permettre de rembourser une autre dette dont l'échéance est en 2021 sans affecter sa trésorerie, mais en même temps de contracter une nouvelle dette de moyen terme qui va rembourser de moyen terme de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Oui, Dinoïs. C'est une sorte... Voilà, on dirait que c'est une sorte de cercle vicieux. C'est dans les conditions normales. C'est le rouleau compresseur, dit Loïs, comme nous avons l'habitude de dire aux auditeurs, comme un peu avec ce que nous appelons les préfinancements pétroliers. C'est un rouleau compresseur dont nous tournons sur un même rond-point avec le phénomène. Mais ce qui est très curieux, dit Loïs, c'est dès que ça sous-contracte, nous ne voyons pas le changement pour les populations. Hein. Il n'y a aucun changement d'une manière générale pour la société civile, le citoyen ordinaire, les services sociaux, parce que nous avons toujours les problèmes des salaires impayés, des bourses impayées, des pensions impayées. Oui, Jean Lewis. Mais nous pensons, Jean Lewis. Hein? Oui. Bernard, est-ce que dans les conditions normales, notamment si nous prenons le cas des pays dont la gestion est exemplaire, est-ce que le système tel qu'il est expliqué pourrait éventuellement sortir le pays du gouffre? Bon, Jean Lewis, dans un pays sérieux, si nous avons eu une bonne gestion, hein, le Congo n'avait pas besoin d'aller contracter une petite somme aussi minable de 10,8 milliards de francs CFA. Parce que cette somme-là, on les retrouve déjà dans les maisons des individus de ce système. Vous vous souvenez, hein, au Kemba Roger, ancien maire de Brazzaville, venait là de sortir 1,250 milliard. Heureusement que nous, dans la diaspora, nous avons récupéré l'affaire. Voilà pourquoi ça fait un peu de bruit et ces gens se sont rétractés. Combien de gens retirent ces genres de sommes d'argent dans les caisses de l'État au Congo? Ça, c'est la question que nous nous posons. Bon, et encore, les 14 000 milliards de l'argent de génération future, si le Congo est en difficulté, et Sassou nous dit qu'il détient encore les 14 000 milliards, nous pensons que c'est là qu'il doit aller puiser l'argent pour régler ces problèmes. Dedans, il y a une crise économique, mais pour votre pays, en plus, il y a une crise pétrolière. Le prix du baril s'est effondré ces derniers temps. Vos revenus pétroliers vont être divisés de moitié. On prévoit une récession sévère. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet? Est-ce que vous ne craignez pas un effondrement économique de votre pays? Mais nous avons confiance. Nous ne voyons pas un effondrement général de tout ceci, pas un effondrement de l'économie congolaise non plus. Le FMI ne vous a pas inclus dans une première liste de 25 pays à qui il accorde une aide d'urgence. Ne craignez-vous pas d'être oublié, d'autant que le FMI a gelé une tranche d'aide en décembre, estimant que vous n'aviez pas rempli vos obligations, notamment en matière de transparence, de restructuration de votre dette avec la Chine et surtout avec des traders pétroliers? Nous sommes en rapport constant avec le Fonds monétaire international. La dette du Congo a été restructurée avec l'appui de la Chine. Nos négociations avec les traders vont dans la bonne direction. Nous pensons que le Fonds monétaire international tient compte de tous ces éléments-là et approuvera la demande d'aide d'urgence que nous avons formulée. Vous demandez combien au Fonds monétaire international et est-ce que vous pensez que vous allez en effet conclure? Il y a 2 traders pétroliers notamment avec qui vous êtes en litige depuis des années et on parle de grosses sommes, c'est Trafigura et Glencore. Est-ce que vous allez conclure un accord avec eux et combien demandez-vous au FMI? Nous avons confiance, nous pensons que nous allons conclure avec Trafigura et Glencore. Et au Fonds monétaire, nous demandons une aide qui peut aller vers 300, 400, 500 millions de dollars, pourquoi pas.
Alors, face à cette épidémie, des intellectuels africains ont lancé un appel aux chefs d'État pour qu'ils fassent plus pour leur population. Vous qui êtes au pouvoir depuis longtemps, dans un pays aussi riche potentiel, vous devez vous sentir particulièrement visé. Reconnaissez-vous votre part de responsabilité? Bon, les intellectuels dont vous parlez, je ne sais pas s'ils sont à notre contact ici, sur le continent. Les projets de santé, en affirmant que sur 69 projets de santé budgétés en 2017 et 2018, aucun n'avait vu le jour. Ce qui pose quand même une question, à savoir, de l'argent a été budgété pour construire des hôpitaux, il a disparu, il a été détourné. D'abord, votre réaction à ces affirmations, et si elles sont avérées, que comptez-vous faire? Bon, tout ceci est faux. Aucun sou n'a été détourné. Donc ce sont des accusations mensongères, c'est ce que vous dites. Ce n'en est que dans l'imagination. Ah oui, ceci est dans l'imagination de ceux qui parlent et qui parlent au loin. Il serait bon qu'ils viennent ici au Congo, en Afrique, pour s'imprégner de la réalité. Voyez, Dean Lewis, le FMI a eu à signer un accord avec Sassou le 11 juillet 2019. Est-ce que Bernard, tout cela se fait en marge du FMI ou ils en sont informés? Bon, je ne pense pas que le FMI est vraiment informé de cette affaire. Nous ne pensons pas. Parce que déjà, le FMI lui-même a été roulé, a voulu se faire rouler par le système Sassou. Nous nous souvenons de ce contrat de 11 juillet 2019, où les gens de Sassou ont chanté, ont dansé, ont trinqué de champagne. Le FMI a mis quelques verrous, les 48 mesures. Dans les 48 mesures, il y avait la transparence, éventuellement des audits dans la gestion d'argent. Donc, en réalité, on a voulu aider le Congo à bien avoir de la clairvoyance dans les finances. Oui, Dean Lewis. Mais à la place, qu'est-ce que Sassou a fait? Sassou a rejeté l'offre du FMI, a rejeté les 48 mesures. Sassou a préféré l'opacité, Sassou a préféré le flou, Sassou a préféré l'obscurité dans la gestion de la chose publique. Donc aujourd'hui, quand nous voyons le Congo courir derrière une petite somme aussi minable de 10,8 milliards, alors que nous avons l'argent du Congo qui se retrouve dans les paradis fiscaux, tout a démontré, l'argent du Congo qui se retrouve dans les bunkers personnels des individus. Vous voyez bien là que Dean Lewis, c'est encore un système qui est là, continue à endetter les dettes privées de Sassou qu'il essaie de ramener au niveau de l'État en intitulant les dettes publiques. Voilà, Bernard Pongui, vous recevez les salutations de Kalitera Kwaku, qui vous suit donc depuis la Grèce. Merci donc à toi de nous Merci saluer. Beaucoup. À lui aussi. Voilà, nous allons donc terminer. Alors, Bernard, nous terminons avec vous sur la question de l'expropriation ou du squattage des parcelles à Pointe-Noire. On nous parle d'un domaine des Sapis, Kouka. Alors, qu'en est-il exactement? Bon, mais tous nous avons suivi la vidéo mise en ligne par la famille qui expliquait la documentation, les preuves, les anciens maires de la ville de Pointe-Noire qui prouvaient que le bien leur appartenait, laissé par leur père. Et puis, même le nouveau maire aujourd'hui a confirmé, vous voyez, Dean Lewis. Et ça nous a ouvert un peu la mémoire pour aller et essayer de regarder ce qui se passe dans cette affaire. Mais nous nous sommes rendus compte que Monsieur Roger Roch, qui est le patron de Maisons sans frontières, était apparemment un homme fort. Mais nous avons donc essayé d'aller chercher qui est réellement ce monsieur, qui vient ravir la parcelle des Congolais, une parcelle qu'ils ont acquise, qu'ils ont acquis depuis des années antérieures, c'est-à-dire depuis 1973, oui, Dean Lewis, avec des preuves, la documentation, ainsi de suite. Et donc, nous avons fait nos recherches, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, ce monsieur, c'était un Martiniquais. Il est arrivé au Congo par le biais éventuellement de la femme de Hilaire Moutol. Hein. Vous vous souvenez de Hilaire Moutol qui fut l'ancien ministre des Transports de Sassou 1 hein? Le vieux Moutol, oui. Le vieux Moutol. Donc, en réalité, on peut peut-être dire une cousine ou un cadet, on ne sait pas, de la femme de Hilaire Moutol,
il est arrivé au Congo, mais quand on nous dit qu'il est arrivé à l'âge de 16 ans, ça nous a étonné un peu parce que nous nous sommes renseignés, aucune école au Congo n'a reçu ce monsieur-là. Et ce monsieur-là ne parle même pas nos langues. Et les reportages, selon ce qu'il a expliqué, il a dit qu'il a vécu au Congo pendant 47 ans. Hein? Mais dans les 47 ans-là... Vous doutez de ça? Bon, Dinoïs, vraiment, quand on vit au Congo pendant 47 ans, on est convaincu qu'on aurait pu parler bien Munkutuba, Lingala, les langues de chez nous. C'est clair, non, Dinoïs? Ça fait partie de l'intégration, Dinoïs. Mais nos investigations ont démontré que bon, il avait commencé de faire un peu de petit travail d'import-export. Hein. Donc, il est, avec l'aide de Sapi, hein, Sapi Nkuka. C'est éventuellement M. Nkuka Auguste, hein, qu'on appelait Sapi. Je crois que c'est Sapi, oui. Donc, Sapi a beaucoup aidé ce monsieur-là. Hein. Sapi a beaucoup aidé ce monsieur. Ah oui, hein, ça, ce sont les renseignements que nous ferons déjà une vidéo spécifique sur ça. Sassou a beaucoup aidé ce monsieur dans l'import et export. Ils exportaient les bières Bex et Heineken et c'est Sapi qui a vraiment beaucoup aidé ce monsieur. Mais vous voyez la monnaie des singes, hein, il veut vouloir aller ravir la parcelle laissée par Sapi à ses parents. Et ça, c'est inacceptable. Vous voyez, Dinoïs. Donc nous, on s'est dit non, il va falloir qu'on cherche en réalité qui est derrière ce monsieur. Et nous nous sommes rendus compte que ce sont les intérêts Nguesso qui sont derrière. Déjà, quand vous voyez la valeur d'argent qu'il a acheté le terrain à 240 millions en plein centre-ville de Pointe-Noire, c'est totalement impossible. Et puis, on dit qu'il a acheté 24 hectares à ce prix-là, plus l'État lui a donné encore 9 hectares dedans, donc au total 33 hectares. Et si vous voyez 33 hectares, c'est autour de 600 parcelles, Dean-Lewis. Et donc, on considère qu'il a acquis une parcelle à moins de 300 000 au centre-ville de Brazzaville, au centre-ville de Pointe-Noire, pardon. Ça vous montre carrément les intérêts qui sont derrière. Mais en plus, nous nous sommes renseignés qu'il a aussi occupé un grand terrain dans un environnement au niveau de Pointe-Noire où il va construire plus de 3000 maisons. Donc, on parle même de construire toute une ville et l'État est absent de tout ça. Vous voyez, Dinoïs. Vous pensez que l'État n'est pas informé, c'est l'État qui délivre les permis et autres. Ben exactement, l'État qui délivre le permis, l'État qui tout, mais l'État est absent quand un individu, un opérateur économique qu'on nous présente ici, construit toute une ville et l'État est absent. Et ça pose véritablement un problème. En plus, quand on donne les dons pareils à un opérateur économique, nous pensons que l'État devait chercher une quelconque contrepartie. Par exemple, la construction de quelques maisons liées aux services sociaux. Hein. On pourrait, par exemple, donner aux plus démunis. Bon, tout cela, c'est écarté dans l'équation, dit Loïs. Et nous nous sommes rendus compte que ce monsieur-là, dans la ville de Pointe-Noire, là, il vend une maison, donc après avoir construit une maison, à 340 millions de francs CFA. Bon, qui sont les acheteurs, dit Loïs? Donc, vous voyez bien que les acheteurs, ce n'est pas le Congolais ordinaire, là. Les acheteurs, ce sont les Occidentaux, c'est-à-dire des réputés français, puisque la plus grande partie de sa publicité, il le fait sur les médias français. Canal, ce n'est pas aussi, Bernard, une autre manière d'attirer les capitaux vers votre pays? Non, mais vous ne comprenez pas, Dinoïs, parce que déjà, ce monsieur, par son parcours d'affaires, il avait déjà fait banqueroute au temps de Lissouba, il avait fouillé Pointe-Noire, les affaires de Marseille, bon, avec l'aide de Sapi, au temps de Sassou 1. Quand Lissouba est venu aux affaires, le monsieur a fait banqueroute, il avait disparu, il est parti du côté de Brazzaville. Et au retour de Sassou, d'un coup, vers les années 2000, on voit un certain Roger Rock qui apparaît comme le plus grand promoteur immobilier de la ville de Pointe-Noire. Non, dit Lewis, vous devez comprendre les mains qui sont derrière ce monsieur. C'est l'argent du Congo qu'on est en train de blanchir derrière les étrangers. Déjà, comme d'ailleurs ce que ce régime a l'habitude de faire, hein, le blanchiment des fonds du Congo par les Libanais, par les étrangers, par les Ouest-Africains. Et là, c'est maintenant un Martiniquais qu'on a trouvé. On vous avait déjà dit dans le passé qu'un type comme Henri Nzombo détient des biens énormes, hein, des hôtels de luxe à Mayotte, donc dans les Caraïbes. Donc vous voyez que la Martinique fait partie de leur terrain de jeu. Si vous suivez les reportages réalisés par Roger Rock, il vous dira qu'il s'est relancé dans l'hôtelier, dans la vente du diamant. Mais vous comprenez, le diamant là va revenir d'où? De la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo. Ouais, donc on le dit d'une manière claire, nous en tant que Congolais,
on est en train d'exproprier les compatriotes sur leur terrain, malgré qu'ils ont présenté des preuves. Une famille qui a rédigé à Mwamba Clément en tant que premier ministre du régime Sassou, une famille qui a rédigé à Mabiala Pierre en tant que ministre de Sassou sur des affaires foncières, une famille qui a rédigé au ministre de la Justice, et personne n'a jamais répondu à ça, malgré que leurs avocats, les preuves qu'ils montrent, les anciens maires ont prouvé, le nouveau maire ont prouvé que c'est leur bien. Alors ça vous dit qu'il y a vraiment une force qui est derrière, c'est bien le régime Sassou. Donc c'est ça qui a fait que... quelle est la suite du problème maintenant, Bernard, concrètement? Que va-t-il se passer? Bon, apparemment, le monsieur a demandé à la famille de déguerpiller les lieux, hein, avec des faux magistrats, des notaires congolais, des avocats congolais qui essaient d'appuyer un étranger pour déloger les Congolais sur leur terre. Mais dis Lewis, c'est ce que nous avons dit aux populations partout au Congo, de la ville de Pointe-Noire. Aujourd'hui, c'est la famille Nkouka, demain, ça sera tout le monde. Donc, on le dit que ce qui se passe aujourd'hui avec la famille Nkouka, ça doit interpeller l'ensemble du peuple congolais avec le groupe d'intérêt. Sassou qui est décidé aujourd'hui de ravir nos terres, de ramener le groupe d'intérêt, puisque on nous dit que les Européens ou les Occidentaux veulent de l'Afrique sans les Africains. On attire des retraités qui vont venir acheter des biens. On finira par nous exproprier sur nos terres. Hein. Aujourd'hui, si les Congolais ne comprennent pas que le camp Nkouka, malgré qu'ils ont présenté la documentation, malgré que même les maires actuels ont prouvé que c'est leur bien, et on veut vouloir quand même les exproprier, donc simplement de les chasser sur leur terre, alors tout un chacun de nous, partout où nous nous retrouvons, sur l'ensemble du territoire, nous sommes devenus vulnérables à ces brigands-là qui sont supportés par le régime Sassou, qui aujourd'hui est en train de blanchir l'argent du Congo, au Congo même, en utilisant les étrangers qui vont donc chasser les Congolais sur leur terre. Mais nous lançons un appel solennel aux populations de Pointe-Noire d'être solidaires avec la famille Nkouka, aller se battre sur le terrain, de ne pas permettre que cet individu puisse récupérer leur terrain, et c'est un individu qui fonctionne avec les fonds du Congo. Vous voyez, Dinois. Donc on le dit, la sortie c'est que les Nkouka ont la documentation, ils l'ont prouvé, mais entre-temps, ils sont liés parce que ce Roger Roch, il est soutenu par le régime de Sassou. Donc, des brigands, un réseau mafieux qui se cache toujours derrière l'État, derrière la diplomatie, hein, dit Louis. Donc, on le dit au peuple congolais, si vous commettez cette erreur-là, de négliger les Nkouka, de négliger la famille Sapi, déjà Sapi a été un homme très connu dans la ville de Pointe-Noire. Tout le monde partait demander de service à Sapi. Et puis, il faut signaler que Sapi était un homme très sympa. Et ce Roger Roch-là, qui avait été aidé par Sapi, est en train de rendre la monnaie du singe à la famille Sapi. Et ça, c'est incroyable. Et en plus, un étranger, un Martiniquais. Donc, on le dit au peuple congolais, soyez soudés partout où vous vous retrouvez. Parce qu'apparemment, ce monsieur-là, Roger Roch-là, est en train de faire des business partout, des constructions à Sibiti, Brazzaville, sur l'ensemble du territoire congolais. Donc même ceux qui sont dans des petits villages, à Mayoko, à Kélé là-bas, nous serons tous vulnérables si nous ne soyons pas solidaires à la famille Nkouka aujourd'hui pour empêcher que le régime de Sassou puisse récupérer le bien qui ne leur appartient pas. Mais ce que nous tenons à dire à ce monsieur Roger Roch, vous devez savoir, à la chute de Sassou, les Nkouka vont retrouver leur terrain si jamais vous le prenez. Parce que c'est leur bien et ça va revenir à cette famille-là. Voilà, c'était donc Bernard Pongui, point sur cette actualité brûlante. Merci Bernard, nous sommes aux gens de la communauté. Je vous retrouve certainement dans les tout prochains jours. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bernard Pongui, qui est également ami de la rédaction de Congo Live 11, la radio de la communauté. Alors, nous continuons ce journal d'Afrique, journal international, pendant que Bernard se retire et nous avons Merci en direct. Merci beaucoup, Dinois. Et voilà, au revoir aux auditeurs.